On peut facilement imaginer l'embarras de Marie à Irénismen au milieu des Kabyles. Si d'un côté elle pouvait s'entendre avec les hommes, il n'y avait par contre rien à tirer des femmes. Or, c'était ces dernières qui l'intéressaient. Elle se rendit compte tout de suite qu'il fallait vivre comme elles et non se singulariser. Armand ne lui donna aucune leçon. Il lui proposa de l'emmener au café pour la distraire un peu. Elle l'y suivit, s'y trouva seule avec des hommes et s'ennuya. Elle alla au marché et excita la curiosité. Elle remarqua aussi que les hommes étaient toujours gênés devant elle, ne lui parlant guère, n'osant pas la regarder, préférant s'adresser à Amar, même lorsque la question la concernait. Et pourtant, c'étaient ces mêmes individus qu'elle avait vus en France aussi effrontés que d'autres. Alors il lui arrivait de rester tout le temps à écouter, sans jamais rien dire, et parfois sans rien comprendre, car on ne se gênait guère pour parler kabyle devant elle. Elle alla même en ville, au siège de la commune mixte, une visite à monsieur l'administrateur. Un geste stupide. Amal avait des illusions. Elle en revint écœurée. Elle eut un moment l'impression de se retrouver dans cette société hostile qui ne voulait plus d'elle. Elle se promena à travers les rues, entra dans des magasins, au café, au restaurant. Elle ne se trouva nulle part à l'aise, ni avec les Français, ni avec les Kabyles. Il lui semblait qu'ils formaient tous deux un couple étrange, ridicule, qu'il avait perdu à côté d'elle son caractère de Kabyle et qu'elle n'avait plus celui de Française. Le résultat fut qu'il semblait diminuer et gauche, car l'attitude d'Amar était une réplique de la sienne et leurs réflexions sûrement identiques. Bien entendu, l'administrateur les reçut. C'était pourtant inutile. Il n'avait rien à demander. Une réception froide, une politesse ironique qui voulait faire comprendre toute l'indécence que comportait une telle union. La scène se passe en 1925. Elle cessa de sortir avec Amar. Alors, il lui fallut s'arranger avec Emouma et toutes les voisines qui venaient la voir. Elle prit goût petit à petit à sa nouvelle vie, sa nouvelle société. Elle vécut intensément avec ces femmes qui l'obligeaient à comprendre, à se faire entendre, à discuter. Elle eut recours aux gestes, à la mimique amusante, qui se terminait par des éclats de rire. Elle ne s'ennuya plus. Ce fut l'apprentissage direct de la langue. Les mots s'imposaient d'eux-mêmes, à sa mémoire, qui n'avait pas à être rebelle. C'étaient tout d'abord les mots de l'existence, aussi indispensables pour vivre que l'air que nous respirons. Tiens, donne, bon, mauvais, oui, non. Puis, les termes de politesse, ceux qui disent la beauté et l'admiration. Elle en sut d'autres, les plus grossiers, qu'on lui faisait répéter par malice pour scandaliser la brave Kamouma. Marie disait tout avec une égale candeur, et plus d'une fois elle sortit un gros mot devant le fils et la mère. Armand lui expliqua les exigences de la pudibonderie kabyle. Tout ce qui concerne le sexe est proscrit et ne se dit pas entre parents. Parfois aussi elle faisait rire d'elle en s'accusant de défauts ou d'infirmités enseignées par quelques voisines. Je suis noire comme la suie, je suis sotte comme une ânesse. Lorsque Hamar lui en demandait la traduction, il constatait que Marie se croyait belle comme la lune, intelligente comme une déesse. Mais tout de même, elle faisait des progrès rapides, et elle ne tarda pas à savoir se défendre. Au début, elle crut qu'elle n'arriverait jamais à débrouiller cet enchevêtrement de sons rauques ou aigus.
mais toujours trop rapide à son gré, qui constituait le langage kabyle. Elle fronçait les sourcils, plissait les yeux, essayait de saisir quelque chose, mais ne réussissait même pas à répéter. Et puis il y avait des sons impossibles. Sa langue était rebelle à saisir des nuances très délicates et parfois essentielles. Elle constata tout de suite qu'il n'y avait que les 25 sons français. Il n'y avait pas que les 25 sons français, pardon. Elle prit son parti de faire rire pour apprendre. Elle ne s'impatienta plus des recours aux gestes. Il lui arriva ce qui arrive aux bébés. Elle finit par comprendre tout ce que lui disaient Kamuma et les autres. Elle comprit avant de savoir répondre. Et au fur et à mesure qu'elle apprenait, elle voyait sous un jour nouveau la ville à Erel Nezmen. Marie était une pauvre fille sans orgueil. Elle n'avait aucune prévention contre ces gens, chez qui elle était venue chercher la tranquillité. Pourtant, au début, cette société lui parut absurde, inimaginable, arriérée pour tout dire. Des gens qui écartaient les femmes, n'en faisaient aucun cas, les confinaient au rôle d'obscures ménagères, peut-être d'esclaves. Les femmes elles-mêmes lui semblaient si insignifiantes qu'on ne pouvait les traiter autrement. Elle dut se détromper peu à peu. D'abord, elle n'était pas si sotte. Elle s'en rendit compte à la façon dont elle discutait avec elles. Elles étaient polies, réservées, discrètes et savaient rendre service. C'était à qui lui donnerait des conseils pour tenir son ménage à la Kabyle, lui apprendre à préparer le couscous, la galette, allumer le feu de bois dans le foyer, balayer la cour sans soulever trop de poussière, manier le moulin à bras. Elle remarqua que, sous des apparences négligées, toutes ces femmes étaient d'une propreté méticuleuse, qu'elles ne s'approchaient jamais de la farine sans s'être lavées soigneusement, que les femmes souillées attendaient d'être pures pour se remettre à préparer les repas, que leur toilette intime était faite avec soin. En général, elles n'avaient pas à recevoir de leçons sur toutes ces choses et qu'elles n'en tiraient aucune vanité, préférant plutôt s'en cacher. La femme mariée, ayant son mari auprès d'elle, se permet d'être coquette. Mais les veuves, ainsi que celles dont les maris sont absents, tiennent à paraître négligées pour éviter les regards. Les demoiselles, pour se marier, peuvent se faire valoir. Ainsi tout est réglé. Ce qui la choquait ou la surprenait au début devenait curieusement logique. Elle sut que la femme kabyle doit être sérieuse et modeste parce que les hommes de leur côté sont sérieux. Tout se passait comme si chaque couple devant se suffire et il n'était jamais question de chercher ailleurs. Par la suite, évidemment, elle apprit qu'il y avait parfois des exceptions à la règle, mais c'était rare. L'austérité des mœurs était le fait de la nécessité et de l'habitude plutôt que d'une vertu exceptionnelle. Ce qui importait le plus n'était pas l'amour, mais la vie. C'était l'unique problème. Tout le reste en dépendait. Voilà pourquoi était réduite la place faite au plaisir. L'acte d'amour est pour la nuit. Et dans la journée, chacun s'emploie de son côté à bien mener la maison. Là encore, Marie s'en aperçut, la femme a son rôle. Les épouses qui accomplissent leurs tâches facilitent singulièrement celles de leur mari. Non, à tout bien peser, la femme n'est pas effacée dans le foyer. Elle le remplit de sa présence, peut-être plus que l'homme, auquel il arrive de n'être que le chef nominal. Au bout de quelque temps, Marie ne constata plus rien de curieux chez nous. Simplement, il lui avait fallu comprendre, puis s'adapter, pour retrouver ici les hommes et les femmes
telles qu'elle les avait connues ailleurs. De même qu'Amar, elle comprit aussi que ce nouveau milieu était à sa mesure de femme pauvre. Elle n'avait rien à envier à toutes ces paysannes qui s'empressaient autour d'elle. Elle était à l'aise et se suffisait. Elle se trouvait belle, bien mise, bien logée, ayant un mari convenable. Elle savait que sa qualité de Française la faisait respecter et n'en abusait pas. Parfois il lui semblait qu'elle était là en vacances et qu'un jour viendrait où elle s'en retournerait en France. Alors, elle rêvait à une véritable existence là-bas. Elle oubliait le minuscule village et ses habitants insignifiants, organisés comme des fourmis, se serrant les uns contre les autres, se contentant de peu et subissant leur sort comme s'ils ne se doutaient même pas qui pût être meilleur. Lorsque ça la prenait, elle regrettait presque d'être là. C'était une situation sans issue. Elle devenait triste, sombre, s'irritait sans raison. Imakamuma s'en apercevait et évitait de lui parler. Amor se faisait doux. De jeunes voisines venaient la distraire et réussissaient à la faire rire. À d'autres moments, au contraire, Marie voyait les choses sous un autre angle. Elle était une petite reine choyée. Amor s'occupait de tout au dehors. Elle n'avait plus aucun souci. Pourquoi ne pas supporter l'existence, tout comme ses voisines, ne plus songer à l'ancien temps, être du village, avoir des relations, des amis, tenir un rang? Elle devenait ambitieuse, voyant Amor parmi les notables, et elle la première de toutes les femmes. Elle faisait de nombreux projets et discutait avec Amor, qui constatait avec plaisir qu'elle se calmait et se câbilisait. Elle voulait aussi avoir des enfants. C'était d'abord un désir vague et lointain. Puis, les femmes, et surtout Kamuma, réussirent à lui en donner un goût si vif que ce désir bientôt devint pour elle une espèce d'idéal auquel elle aspirait de toute son âme. Une vraie Kabyle, n'est-ce pas? Il faut dire aussi que les sentiments de Kamuma évoluèrent très vite à son égard. Kamuma ne tarda pas à admettre que Marie avait des qualités et une absence totale de malice. Cette malice qui fait écumer les vieilles et qui est la seule arme des brus. Mais une arme fort dangereuse entre des mains expertes. Non, avec Marie, elle pouvait être tranquille. Son âme ne serait jamais changée. Mais est-ce que les vieilles restent jamais tranquilles? Ce n'est pas de la malice qu'elles ont, elles. C'est un démon qui les pousse. Et le démon des vieilles, tout le monde le connaît. Cependant, Kamuma, comme il entrait dans les desseins de Kamuma, de faire aimer la vie kabyle à sa belle-fille, elle y travailla sincèrement. Et Marie commença à s'attacher